Bon, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, sans protocole, je vais y aller. Un courageux serpent sauve un poisson de la noyade. Mais voici ce que les médias vous diront. Un courageux serpent sauve un poisson de la noyade. Ça, c'est ce que les médias nous diront. Et le pire, c'est que bon nombre vont le croire, y compris moi-même. Bon nombre vont croire cela. Et c'est un peu cela qui donne un peu de la force des médias. Donc, j'ai préféré commencer la présentation ici. Et ce n'est pour rien qu'on qualifie les médias, tout ce qui est presse, et puis l'information du quatrième pouvoir. Donc, c'est quand même un pouvoir assez dangereux, si on peut le qualifier ainsi. Parce que c'est un pouvoir quand même qui a ce mérite-là de pouvoir manipuler, selon moi, tous les autres pouvoirs. Donc, via les médias, on peut avoir de l'impact sur tout ce qui est judiciaire, exécutif et puis législatif. Les médias également vont réussir à vous faire croire qu'hier, par exemple, compte tenu des situations cosmiques assez particulières, le soleil s'est levé bizarrement hier à l'ouest et s'est couché à l'est. Et puis, on va tous croire ça parce que, voilà, justement, de vous à moi, qui prend vraiment le temps de voir réellement où se lève le soleil chaque jour, quoi. On sait tous que c'est de l'est à l'ouest, mais bon, voilà. Donc, les médias ont vraiment cette force-là. Et pour ouvrir une petite brèche sur la Libye, donc, les médias ont présenté, quand même, disons, Kadhafi comme la personne à abattre. Alors, aujourd'hui, je ne saurais dire si c'est vraiment la personne à abattre, mais on voit tout ce qui s'est passé après, en Libye. Je pense que les Libyens, quand même, se posent la question si c'était vraiment la personne à abattre. En tout cas, les médias ont réussi à nous présenter ce monsieur-là comme vraiment, c'était vraiment lui qu'il fallait combattre. Pour vous montrer la force des médias, je vais vous parler aujourd'hui de l'information, comment gérer l'information, comment manipuler plutôt l'information en temps de crise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant la crise ou avant tout ce qui est guerre, instabilité, il y a ce qu'on appelle la paix. Donc nous allons parler d'abord de comment manier l'information en temps de paix. Un temps de paix, c'est un temps de stabilité, c'est un peu ce que nous vivons actuellement. Disons qu'il n'y a pas de crise notoire, tout va bien, vous n'allez pas vous perdre. Okay. Et ça, c'est la stabilité. Et en période de stabilité, il convient de se donner des armes, d'accord, de se doter de ces armes-là pour pouvoir préparer la guerre, pour pouvoir mieux affronter la guerre. Alors comment cela ça se passe? C'est à plusieurs niveaux. Prenons d'abord un niveau qu'on peut qualifier de niveau micro, donc c'est chacun à son niveau. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la culture, c'est cette culture de vérification de l'information qu'on doit avoir, parce que comme nous l'avons vu, l'information peut nous faire croire des choses. Et comment est-ce qu'on arrive à dissocier le bien du faux et à tirer notre parti de ce jeu-là? Ça, c'est à notre niveau. Maintenant, au niveau des médias également, les médias doivent apprendre cette culture-là, comment passer la bonne information. Aujourd'hui, le journalisme, malheureusement, n'est plus, disons, ce qu'il était, ou s'éloigne quand même de tout ce qui est éthique, déontologie. On fait vraiment du journalisme aujourd'hui parce que, bon, justement, on a besoin de vivre, mais sans toutefois prendre en compte tout ce qui est respect de l'éthique et puis de la vérification de la véracité de l'information. On va prendre un outil, ou plutôt un réseau qui est quand même assez simple, que tout le monde a, j'imagine, donc c'est WhatsApp. Alors, cette culture que vous devez avoir au quotidien, cette culture de vérification de l'information, ça passe bien sûr par les réseaux sociaux et puis par tous les autres canaux également. Mais prenons WhatsApp. Lorsque vous recevez un message sur WhatsApp, là j'ai mis une capture à l'écran. Lorsque vous avez ce message, la seule flèche qui pointe vers la droite vous indique que le message a été transféré une seule fois. Et lorsque cette flèche-là est doublée, ça veut dire que le message a été transféré plusieurs fois. Et la mise à jour de WhatsApp envoie même, vous avez une mention désormais qui vous dit, voilà, lorsqu'un message est transféré plusieurs fois, c'est précisé dans le message que c'est transféré plusieurs fois. Alors, un message qui est transféré plusieurs fois ne veut pas forcément dire un message qui est vrai, vous vous en doutiez. Et au contraire, il convient quand même de vérifier l'information avant de pouvoir relayer de notre côté. Ça, ce n'est pas l'habitude qu'on a. Généralement, lorsqu'on a l'information, on se presse de la partager. Alors, comment vérifier cette information, par exemple, où on nous dit qu'on a découvert une baleine ou une baleine qui a été vue en Namibie? Déjà, la baleine, il s'agit d'une baleine bleue, donc d'office, qui ne peut pas être en Namibie. Mais le réflexe, c'est de partager tout de suite au lieu de vérifier l'information. Pour vérifier cette information, ce que nous pouvons faire, une astuce, c'est de faire rapidement un croisement. Donc, de voir, ça c'est l'information venue sur WhatsApp, donc on fait un croisement également avec les autres médias pour voir ce que les autres médias disent. Donc, un ou deux médias, c'est ce qui s'appelle un peu le fact-checking, pour employer un terme anglophone. Disons la vérification des faits, si vous voulez. Donc, vous faites un croisement pour voir si l'information est répétée par d'autres médias, si la description de la baleine est pareille sur WhatsApp que sur le média sur lequel vous voulez vérifier l'information. Est-ce qu'on peut tout vérifier? On ne peut pas tout vérifier, évidemment, mais le fait de ne pas pouvoir tout vérifier ne veut pas dire qu'il faut tout accepter.
Donc si on ne peut pas tout vérifier, il faut quand même avoir cette culture-là de la critique, de l'autocritique, du questionnement perpétuel. Et cela va vous aider à avoir les clés qu'il faut pour affronter la guerre. Alors, ça, tout ce que nous venons de voir, c'est un peu ce qu'il faut faire au quotidien en temps de paix. Donc, la paix, voilà, c'est la stabilité et tout. Mais alors, lorsque la guerre arrive, donc la guerre, c'est la crise, c'est une instabilité. Elle peut prendre plusieurs formes. Mais lorsque la crise arrive, ce qu'on doit faire, ce sont généralement les mêmes clés, d'accord? Parlons de la vérification des informations, c'est sur quoi je vais m'appesantir aujourd'hui. C'est vraiment les mêmes clés que vous allez appliquer en temps de guerre, sauf que la guerre a la particularité, ou la crise, si vous voulez, a la particularité de surprendre. Donc, généralement, la crise, c'est un fait ou un événement auquel on ne s'attend pas, et donc on est surpris. Et généralement, quand la crise arrive, tout ce que vous avez eu à noter comme notion, comme technique de vérification d'informations, comme astuce pour pouvoir lutter contre les mauvaises informations, ben, vous oubliez tout ça parce que, voilà, ça c'est vraiment le propre de la crise. Alors, que faire? La solution, c'est à plusieurs niveaux. Donc d'abord, passer par la rééducation des cerveaux. C'est un peu ce que nous essayons de faire là, okay, par la sensibilisation, apprendre aux gens qu'il faut se méfier de l'information. Au niveau personnel, le faire, et ça va même jusque dans nos programmes d'école, dans les universités. Si on peut peut-être toucher les politiques pour voir comment est-ce que, même à un niveau vraiment plus bas, on essaie de montrer aux enfants comment développer l'esprit critique. Voilà, comment douter de la télévision, parce que généralement, lorsque, voilà, tout ce qui passe à la télé, c'est que c'est parole d'évangile, quoi. C'est que c'est forcément vrai. Et même la radio, généralement, tout ce qui passe à la radio, on prend ça pour parole d'évangile. Donc, comment rééduquer les cerveaux et comment amener les gens à être de plus en plus critiques. Alors, pour les médias également, c'est pareil, c'est d'apprendre aux journalistes, normalement ces personnes-là qui sont censées ou qui ont pour métier de manipuler le quatrième pouvoir. On dit c'est le quatrième pouvoir, disons c'est un peu le pouvoir le plus important selon moi, mais les personnes qui manipulent ce pouvoir ne sont pas, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais n'ont pas forcément l'aisance qui va avec. Donc généralement les journalistes, ou du moins ce qu'ils sont devenus, voilà, ce sont quand même des... L'image qu'on a quand même de ces personnes-là sont des personnes qui essaient de, voilà, de bidouiller un peu, d'accord, de prendre des dessous de table, et progressivement, le métier s'oublie. Or, c'est quand même un métier assez noble, où il faut faire de la vérification d'informations, publier que de bonnes informations. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on est dans une conférence et que vous voyez des journalistes qui arrivent, tout de suite, le réflexe, c'est de demander, par exemple, un dossier de presse où tout est déjà préparé, et puis ensuite, lui lira juste, plaqué dans son média. Or, de base, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut, donc c'est vraiment le journaliste qui doit lui-même faire ses recherches, ou du moins, lorsqu'il prend le dossier de presse, il doit réadapter cela à la ligne éditoriale de son journal ou de son magazine. Ça touche également les États, parce que, disons que les États participent également à cette prolifération de tout ce qui est fausse information, parce que justement, les États parfois ont des ambitions et passent par les médias pour manipuler un peu la masse. Donc, d'où l'intérêt d'être informé, de savoir d'office que tout ce qui passe à la télé n'est pas forcément vrai, ou toute information qu'on reçoit sur n'importe quel canal n'est pas forcément la bonne information. D'accord? Alors, presque à la fin, là je vois que je fais 8 minutes, donc je vais vous prier, je ne pourrais pas terminer, sans ça j'ai failli ne pas venir aujourd'hui. Ouais, j'ai failli ne pas venir parce que voilà, justement, un drame s'est produit à Lomé, où un orphelinat a pris feu, avec 80 morts. Ouais, c'était ça, donc je vais vous prier s'il vous plaît d'observer 1 minute de silence, vous allez vous lever s'il vous plaît. Ouais. 1 minute de silence. Ok. C'était une fausse information, justement, parce que on n'a pas pris... Alors, j'ai entendu quelqu'un dire c'était quand, c'est pas mal, ça c'était un début. Mais, voilà. C'est la preuve. Donc, c'est la preuve que tout ce qu'on reçoit comme information pour la gestion de l'information en temps de paix, que vous avez reçu, lorsque la crise survient, c'est tout autre chose. C'est-à-dire vous oubliez tout ce que vous avez reçu et tout de suite on se jette, on ne vérifie plus l'information parce qu'il y a les émotions qui se mélangent, etc. Alors, là, c'est 10 minutes. Je vais finir. Donc ça, c'était ce que j'ai prévu partager avec vous. 10 minutes ne pourront pas suffire pour qu'on parle de la communication de crise ou de la gestion de l'information. 10 minutes. Donc 10 minutes ne pourront pas suffire pour qu'on parle de tout ce concept. Il faut un DU, il faut un master, il faut des certificats sur le long terme.
Donc, avis aux directeurs qui sont là, il faut développer ces projets ensemble. Et puis, voilà, mais j'espère que 10 minutes ont servi quand même à vous faire comprendre que la crise ou la gestion de la crise, comment se comporter en temps de guerre, ça se prépare en temps de paix. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer via le développement de l'esprit critique, via l'auto-questionnement et puis tout ce que j'ai essayé d'évoquer en 10 minutes. Merci. Bravo. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas comédien?